Merci beaucoup. Et j'en profite pour remercier les organisateurs de m'avoir invité ici. Donc, ça marche. Donc, on a parlé tout à l'heure d'hystérie collective à propos des data. Mon but n'est pas du tout de renforcer ni même de participer à cette hystérie collective, mais simplement d'attirer votre attention sur différentes questions relatives à l'utilisation des données à caractère personnel et sur le fait que la combinaison des algorithmes d'intelligence artificielle ou même des algorithmes assez idiots, on va dire assez simples, avec des données qui proviennent d'activités personnelles, peut se révéler beaucoup plus intrusive que ce qu'on pourrait le croire à première vue. Donc on a par exemple parlé tout à l'heure des compteurs digitaux et interconnectés intelligents. Particulièrement en Europe du Nord, c'est quelque chose de très populaire dans la mesure où on veut utiliser des moyens de production d'énergie renouvelable qu'on doit adapter en temps réel et donc avoir une vue en temps réel sur ce qui se passe en termes de consommation d'électricité semble quelque chose de tout à fait innocent et de tout à fait, disons, de tout à fait positif. Mais en fait, si j'ai accès en temps réel à votre consommation d'électricité, avec quelques algorithmes relativement simples, je peux en déduire avec une grande précision l'immense majorité de vos activités. Je peux savoir par exemple que vous vous réveillez entre 2 heures et 4 heures du matin tous les jours, ou que vous ouvrez le frigidaire à 3 heures du matin, que vous commencez à cuisiner à 11 heures du soir. Je peux savoir tout ça, je connais presque tout ce que vous faites. Pourtant, voilà, la consommation instantanée d'électricité, si on faisait un sondage, je suis sûr que 80% des gens n'y verraient aucun problème. Consommation d'eau, même chose, on peut savoir pas mal de choses sur vous, on peut savoir quand vous prenez une douche, on peut savoir énormément de choses, et ça peut se révéler relativement intrusif. Les données téléphoniques, ce qu'on va appeler les métadatas, donc même pas le fait de savoir à qui vous avez le téléphoné, mais le fait que pour que vous puissiez utiliser votre portable, l'opérateur téléphonique doit savoir sur quelle antenne vous vous connectez, c'est un minimum, et puis il doit garder cette information parce qu'il faut bien vous facturer à un moment quelque chose. Sur cette base-là, on a montré qu'avec relativement peu d'informations, on peut vous retrouver dans les bases de données, et du coup on peut savoir exactement où vous avez été, quand vous avez été. À titre d'exemple, si vous prenez les personnes qui étaient ce matin à Bruxelles, qui sont maintenant ici, et si je vous dis où j'étais ce week-end, probablement il n'y a que moi. Et donc, si vous me retrouvez dans la base de données, vous saurez exactement où j'ai été ces derniers mois à chacun des instants. Les recherches sur Google, là c'est carrément, en général Google, c'est même, on me dit souvent que Google c'est sur vous beaucoup plus de choses que la plupart de vos proches. La localisation et ainsi de suite, même chose. Et les cartes de crédit, c'est également. Et donc, sur base de tout ça, il y a des risques d'inférence, de déduction, il y a des risques de reconstruction de votre comportement qui sont beaucoup plus intrusifs que ce qu'on pourrait croire simplement sur base d'une première description des ensembles de données. Avec parfois même un risque encore plus fort, ce qu'on va appeler d'être du mauvais côté des big data. S'il se trouve que vous aimez bien boire un café après le déjeuner et il se fait que sur votre trajet, il y a un McDonald's et vous allez acheter votre café au McDonald's tous les jours, à 13h30, disons, un algorithme pourrait en déduire, un algorithme ne pourrait ne pas différencier ça avec le fait que vous mangez énormément de hamburgers tous les jours à midi. Et donc votre assurance santé pourrait se dire c'est peut-être un comportement qui n'est pas des plus sains dans ce qui est moyen de faire. Alors, de façon très résumée, le message que je voudrais que vous gardiez, c'est que même des ensembles de données qui ont l'air complètement anonymes et qui ont l'air complètement innocents peuvent se révéler parfois dangereux d'un point de vue de la vie privée. Souvent, le premier réflexe va être de retirer les noms des gens, dire c'est anonyme, mais en fait, ça, malheureusement, ça n'est pas suffisant dans la plupart des temps. Que le fait que, même si on parvient à être anonyme, ça ne garantit pas encore tout à fait la vie privée, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir. Et enfin, que dans certains cas, on a deux ensembles de données qui sont individuellement complètement 100% sûrs, il n'y a aucun problème, mais leur combinaison, y compris leur combinaison à 10 ans d'écart, peut se révéler dangereuse. Alors, un premier exemple. Aux États-Unis et également en Europe, il y a de plus en plus de mouvements pour rendre les données publiques. Et ça a énormément d'avantages. Je suis un grand partisan de ça, dans la mesure du possible, rendre les données publiques. Ça permet d'ouvrir plein de perspectives de recherche et de faire des liens entre des choses auxquelles les gens propriétaires de données n'auraient pas pensé. Et dans ce cadre-là, il y a eu, dans un hôpital au Massachusetts, dans la région de Boston, on mentionnait différentes choses sur les patients. Et par exemple, le fait qu'il y avait quelqu'un qui était né le 31 juillet 1945, dont le code postal était 02141. C'était un homme. Et il avait un cancer, malheureusement. Et donc, ça, c'était complètement anonyme. Donc, ça a été partagé avec plein d'opérateurs publics ou privés. Et le problème, c'est qu'en fait, aux États-Unis, on a aussi, et je suppose qu'en France, ça va être le même cas, on a des recensements. Donc, si vous êtes un électeur aux États-Unis, on connaît votre date de naissance, votre nom et également votre code postal. Et il se fait qu'il y avait une seule personne avec ce code postal et cette date de naissance-là, qui malheureusement se trouve être le gouverneur du Massachusetts et qui n'avait pas cru bon de révéler qu'il avait un cancer.
Et donc, un étudiant, Nathaniel Sweeney, a envoyé au gouverneur du Massachusetts son dossier médical en disant, vous voyez, c'est anonyme, mais il y a quand même quelques risques. Et donc là, c'est pour vous montrer que on a retiré le nom, et a priori, 31 juillet 45, le code postal, on ne voit pas qu'il y a un problème. On a retrouvé la personne, et ça a pu avoir des conséquences dramatiques sur cette personne. Je ne connais pas la suite de son parcours politique. Alors, autre chose, c'est dans certains cas, même si on ne parvient pas à retrouver la personne, supposez que je vous croise dans un hôpital, et je sais que vous êtes né entre 76 et 80, et puis je retrouve dans l'ensemble de données, il y a 5 personnes qui sont nées entre 76 et 80 qui ont été traitées ce jour-là. Alors, le premier, c'est un alcoolique grave, le deuxième, il y a des problèmes psychiatriques importants, le troisième perd la mémoire, le quatrième a une petite blessure sportive, et le cinquième est une maladie dans un stade terminal, malheureusement. Alors, je ne saurai jamais lequel des 5 vous êtes. Supposons que je n'y arrive jamais. Néanmoins, si je suis votre employeur et que je vous donne des grosses responsabilités le lendemain, c'est que vous pouvez admirer mon sens du respect de la vie privée. Donc, dans ce cas-là, c'est un risque, ce qu'on appelle d'inférence. Je ne saurai jamais qui vous êtes, ou précisément parmi ces 5-là, mais je n'ai pas besoin de le savoir. Je peux détecter qu'il y a un risque parce que 80% des gens qui sont dans cette situation-là sont dans des conditions auxquelles on pourrait vouloir faire attention, qu'on doive le faire ou non d'ailleurs. Et donc, même si on ne parvient pas à réidentifier, il y a un risque. Alors, un troisième exemple, c'est ce qu'on va appeler, par rapport à des données qui, elles, là, on ne parvient... Au début, on pourrait croire qu'il n'y a pas de ce qu'on va appeler un pseudo-identifiant, c'est-à-dire qu'on n'a pas une date de naissance, on n'a pas un code postal. C'est l'exemple du cas Netflix. Donc, Netflix avait rendu public un ensemble de données, j'imagine que la plupart des gens connaissent, donc vous regardez des films en ligne, et puis vous pouvez leur donner un grade en disant j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, j'ai mis un certain nombre d'étoiles. Et pour eux, évidemment, sur base de ça, c'est très intéressant de prédire le grade que vous allez mettre au film suivant, puisque ça leur permet de vous faire des suggestions qui potentiellement vous plaisent, ce qui les intéresse. Alors, il y a une dizaine d'années, ils se sont dit, pour améliorer notre algorithme, on va rendre notre base de données publique de façon anonyme. Et il y aura un prix d'1 million de dollars à toute personne ou toute équipe qui parvient à améliorer notre algorithme de façon significative. Alors on peut déjà admirer de toute façon ce procédé qui permet de faire travailler des centaines d'ingénieurs pour un prix somme toute assez réduit, puisque 1 million de dollars pour 100 ingénieurs pendant un an, moi je trouve ça pas cher. Et indépendamment de ça, ils ont dit, évidemment, c'est des données relativement privées, mais ne vous inquiétez pas, ça va être complètement anonyme. C'est-à-dire que votre nom n'apparaît pas, on ne sait pas d'où vous venez, on ne sait pas qui vous êtes. Vous avez juste un ensemble de données qui va dire, voilà, utilisateur 1 a regardé le film Titanic en 2004 à tel jour, il a mis 2 étoiles. Et puis le Roi Lion à une autre date. Utilisateur 2, vous avez le film Star Wars, et ainsi de suite. Donc a priori, tout à fait anonyme, aucun problème. Sauf qu'il y a quand même 2 problèmes. Premièrement, si je vous connais, peut-être que vous m'avez dit, j'ai vu Star Wars hier. Et du coup, je sais ça. Un peu plus tard, vous allez dire, oui, non, je sais pas, moi, mes enfants ont absolument voulu regarder le Roi Lion, et donc je peux savoir que vous avez regardé le Roi Lion cette semaine-là. Et sur base de ça, je peux collecter des informations. Alors, je ne connais plus les chiffres précis, mais à partir de 4 ou 5 ou peut-être 6 ou 7 films, on pouvait vous réidentifier de façon unique. Et du coup, on peut savoir tous les films que vous avez regardés. Alors, il n'y a pas de problème. Normalement, vous regardez les films que vous voulez et ça vous regarde complètement, mais peut-être que ça peut révéler des choses que vous ne vouliez pas révéler. Peut-être qu'on voit votre religion, peut-être votre orientation sexuelle, peut-être le fait que vous êtes de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Peut-être que vous regardez des films que vous ne voulez qui ne correspondent pas au profil public que vous projetez. Alors, on peut discuter, est-ce que c'est une bonne chose que vous ayez un profil public et un profil privé, mais ça vous regarde, normalement, vous n'avez peut-être pas envie de le savoir. Et donc, ça pouvait rendre, disons, public tout un tas d'informations que vous pensiez privées. Il y a également le problème que beaucoup d'utilisateurs, alors pas tout le monde, mais beaucoup d'utilisateurs, disaient, voilà, je regarde des films sur Netflix, et de temps en temps, pour certains films, je vais aller écrire un review sur un site web qui s'appelle IMDb, en disant tel film, j'ai bien aimé, tel film, j'ai bien aimé, je mets autant d'étoiles, et on écrit quelques commentaires. Et là, sur IMDb, votre profil est public. Et donc là, vous avez la combinaison d'un ensemble de données Netflix qui contient des informations privées, mais qui étaient a priori complètement anonymes. Votre nom n'y apparaissait pas. Et si je ne vous connais pas, je ne pouvais pas deviner que je ne savais pas quel film vous avez vu quand. Et puis un autre ensemble de données qui lui était aussi complètement sûr, IMDb, puisque c'est public, mais ça ne contenait que des informations que vous aviez choisi de partager sur des films que vous estimiez qu'il n'y avait pas de problème de partager le fait que vous les avez regardés. Et en combinant ces 2 ensembles de données, sur base de quelques films que vous avez cru bon de commenter sur IMDb, je pouvais vous réidentifier sur Netflix et du coup savoir tous les films que vous avez regardés, y compris ceux que vous ne souhaitez pas éventuellement pas que je puisse savoir. Et donc, ça pose un problème, parce que ça veut dire l'anonymisation. Il ne suffit pas d'anonymiser un ensemble de données qui est là, il faut l'anonymiser, y compris en tenant compte de ce qui va se passer dans le futur,
et des données a priori innocentes que vous pourriez révéler dans le futur, ce qui est un problème très complexe. Alors, quelques éléments de solution possibles auxquels on pourrait penser. On pourrait d'abord simplement dégrader la précision des ensembles de données. Ça marche dans certains cas, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner la date de naissance, on va donner le mois de naissance. On multiplie tout de suite le nombre de patients par 40. Le problème, c'est que dès que vous avez un ensemble de données comme Netflix, donc avec un grand nombre de films, d'abord, comment est-ce qu'on dégrade la précision d'un film, je ne sais pas, mais enfin, on peut imaginer différentes techniques. En plus, ces ensembles de données sont tellement grands que si on veut les dégrader suffisamment pour retirer tout risque d'identification, on va se trouver avec un ensemble de données qui vont dire il y a des gens aux États-Unis qui ont regardé des films. Et voilà. Et donc, ce n'est plus très intéressant. Et donc, on va garder de l'information. Il y a des résultats théoriques qui ont montré que si on veut garder de l'information qu'il y a un compromis à faire entre garder un peu d'informations et rendre les choses suffisamment anonymes et sécurisées. Une autre façon, c'est de faire des groupes de gens, de dire, voilà, c'est pas vous, mais il y a 10 personnes, et ces 10 personnes ont fait ceci, et consomment autant d'électricité. On va par exemple parler de l'électricité au niveau de votre immeuble plutôt que votre appartement personnel. Alors, dans une certaine mesure, ça peut marcher, mais d'un autre côté, soit vous allez complètement détruire des corrélations, c'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, tel comportement est associé à tel comportement, or ce sont deux personnes qui n'ont rien à voir, soit vous allez de nouveau avoir un problème d'inférence. Une autre solution, qui est celle qu'on préconisait dans l'article qu'on a écrit dans Facts, c'est ce qu'on va appeler les algorithmes OPAL. L'idée, c'est qu'on ne rend plus public l'ensemble de données. Simplement, on donne accès à toutes les personnes qui ont montré qu'elles étaient relativement raisonnables et qu'ils allaient en faire un usage raisonnable, au fait de nous poser des questions sur les données. C'est-à-dire qu'il y a un tas d'algorithmes, l'implémentation des algorithmes est publique, vous savez exactement ce que l'algorithme fera, et puis vous vous dites, tiens, j'aimerais bien savoir quelle est la consommation d'eau moyenne à Aubervilliers au mois de janvier. Et ça, c'est une question auquel on trouve qu'on peut répondre, et on vous répond, et vous connaissez le calcul qu'on a fait. Vous n'avez jamais accès aux données directement, mais vous avez accès aux réponses aux questions que vous posez. Et si vous commencez à poser des questions trop précises, on peut refuser d'y répondre. Ça permettrait potentiellement de résoudre le problème, mais ça reste potentiellement. Le problème, c'est qu'il faut que quelqu'un ait l'ensemble de données. Alors qui? Est-ce que vous me faites confiance avec toutes ces données? Vous êtes sûr que je ne vais pas me faire hacker? Je ne sais pas. Est-ce qu'on devrait les décentraliser? Ça reste quand même assez compliqué à faire de nos jours. Et puis, c'est bien joli de dire, OK, si je demande la consommation moyenne d'eau à Aubervilliers, on voit bien qu'il n'y a pas de problème. Si on sait bien que si je demande la consommation précise d'une personne à un moment, là, il y a un problème. Entre les deux, où mettre la frontière? C'est une question de recherche ouverte pour moi à l'heure actuelle. Je terminerai, si j'ai encore une minute, juste 2-3 questions. Alors, une première question, c'est quand on discute de ces questions avec différentes personnes, les réactions en fonction de l'âge sont assez différentes, et ça me permet de me rendre compte que probablement je suis plus vieux que ce que j'aime croire. Et donc, quand on parle avec des étudiants qui ont une vingtaine d'années, eux, en fait, ne voient aucun problème. La plupart d'entre eux me disent, oui, les données sont publiques, elles sont publiques, et c'est tout. Alors, est-ce que c'est une question de génération? Est-ce que pour eux, finalement, à partir du moment où tout le monde sait tout sur tout le monde, il n'y a aucun problème, et tout le monde l'accepte, et une fois que tout le monde est dans la même situation, on va simplement s'habituer à ça? Alors, peut-être sont-ils complètement naïfs et dans 10 ans, ils vont se rendre compte de gros problèmes, ou alors peut-être sommes-nous déjà un petit peu vieux jeu et on ne se rend pas compte qu'en fait, il n'y a pas de problème. Une autre chose, c'est dans des conversations avec, entre autres, des juristes, on voit tout un tas de risques à l'utilisation des big data, mais en fait, ces risques étaient présents de façon différente par le passé. Si vous viviez dans un petit village il y a une centaine d'années, probablement que si l'épicier avait une certaine opinion sur vous, elle pouvait se répandre dans le village et ça pouvait avoir un effet très néfaste sur votre qualité de vie, votre accès à l'emploi, votre accès aux différents réseaux sociaux. De la même façon, probablement que la façon dont vous vous présentiez chez le banquier dans les années 60 avait un gros impact qui maintenant va être repris par l'impact sera peut-être celui de Big Data sur base de toutes vos activités. Là, c'était peut-être la façon dont vous vous présentiez. Peut-être que votre tête ne lui revenait pas et du coup, vous auriez également été discriminé. Et donc, il y avait déjà tous les problèmes et tous les risques, quelque part, étaient déjà présents, mais d'une autre façon, et d'une façon éventuellement moins organisée. Et donc, c'est une question à se poser. Est-ce que cette nouvelle forme, elle est plus organisée, plus industrielle? Est-ce qu'elle est pire ou meilleure que ce qu'il y avait avant? Peut-être qu'il y a quand même encore des problèmes, mais que c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Et alors, la dernière chose, c'est que je ne voudrais pas avoir l'air d'être alarmiste par rapport à tout ça. Une conclusion assez dangereuse pour moi serait de dire arrêtons tout avec le big data, c'est trop dangereux pour la vie privée. D'abord, comme je pense que c'est Nicolas qui l'a dit, dans toute l'histoire, à chaque fois que quelqu'un a essayé d'arrêter une révolution technologique, ce qui s'est passé, c'est que c'est un autre pays qui a pris le devant, ou un autre endroit qui a pris le devant, ou alors cette révolution a eu comme un lieu, et donc je ne suggère certainement pas de faire ça. Il faut simplement être conscient des risques associés, et donc il faut voir comment est-ce qu'on peut faire pour profiter des big data tout en limitant les risques d'un point de vue de vie privée.
Et ça va nécessairement impliquer des compromis. Donc combien de vie privée, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quelle est la quantité d'informations privées que vous êtes prêt à révéler en échange d'un meilleur service pour vous, ou pour votre confort personnel, ou pour le bien public? Tout ça sont des questions, je veux dire, de nature politique auxquelles il sera nécessaire de répondre par la suite. Voilà, merci.